bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte qui a vraiment mis le feu aux poudres au XVIIIe siècle, L'Homme-Machine, de Julien Auffray de La Métrie. Il a été publié en 1748. Notre source, c'est cette édition de Mille et une nuits. Et notre mission, c'est de décortiquer cette thèse qui était complètement folle pour l'époque. L'être humain ne serait pas une créature avec une âme divine, mais une simple machine biologique. Il faut vraiment mesurer le scandale. On est au milieu du XVIIIe siècle. La pensée est complètement dominée par deux choses. La religion, bien sûr, et la philosophie de Descartes, qui a bien martelé cette idée que le corps et l'âme sont deux substances totalement séparées. L'un, c'est de la matière, l'autre, de la pensée. Et là, La Métrie arrive et dit en gros, tout ça, c'est n'importe quoi. Son livre, c'est pas juste une idée en l'air, non. Il est vraiment perçu comme une attaque directe contre Dieu, contre la dignité humaine. C'est un texte dangereux. C'est ça qui est fou. Et pourtant, quand on ouvre le livre, il commence pas par une charge frontale. Pas du tout. La première chose qu'on lit, c'est une dédicace passionnée à son ami, le grand savant Albrecht von Haller. C'est une ode incroyable à la joie d'étudier, à ce qu'il appelle la volupté de l'esprit, et il la trouve bien supérieure à la volupté des sens qu'il juge passagère. Pour un livre qui va dire qu'on n'est que de la matière, commencer comme ça, c'est pour le moins paradoxal. C'est un paradoxe, mais seulement en apparence. En réalité, ce préambule, c'est la clé pour comprendre le personnage. La Métrie, il se présente pas comme un destructeur ou un simple provocateur. Non, il se voit comme un chercheur de vérité, un obsessionnel. L'étude pour lui, c'est une extase. Il parle même de catalepsie de l'esprit. Ce moment où le penseur est tellement absorbé par son sujet qu'il en oublie tout le reste. C'est cette passion absolue pour la connaissance qui le pousse à suivre ses observations jusqu'au bout, même si la conclusion dérange. Il nous dit en somme, « Je suis pas là pour choquer, je suis là parce que la vérité m'oblige à dire ça ». D'accord, c'est sa carte de visite de scientifique passionné, en quelque sorte. Et juste après ça, il sort l'artillerie lourde. Il commence par faire un grand ménage dans la philosophie de son temps. Il s'en prend directement à Descartes, Leibniz, Malebranche. Il les traite plus ou moins de poètes, de romanciers qui bâtissent des systèmes complexes, mais inutiles. Sa phrase est terrible, il dit qu'il faut arrêter de vouloir se servir des ailes de l'esprit. Il leur dit de redescendre sur Terre, quoi. Exactement, c'est une déclaration de guerre méthodologique. Il rejette ce qu'on appelle la méthode a priori, qui part de grands principes abstraits, comme je pense donc je suis, pour tout expliquer. Lui défend une méthode radicalement inverse, a posteriori. On part des faits, de l'observation, de l'expérience. Et seulement après, on essaie de construire une théorie. Et pour ça, il affirme un truc qui a dû faire grincer beaucoup de dents. Seuls les médecins qui sont aussi philosophes peuvent comprendre l'humain. Ah oui, quand même, c'est un peu arrogant, non? Il dit que seuls ses confrères médecins ont le droit de parler de l'âme. C'est provocateur, oui, mais c'est logique dans sa démarche. Il dit que les philosophes de salon, ils parlent de l'âme sans jamais l'avoir vue. Les médecins, eux, ils la voient tous les jours. Pas une âme qui flotte dans les airs, mais ce qu'il appelle l'âme au travers des organes du corps. Quand un médecin observe un cerveau blessé et voit que la pensée est altérée, il est en train de faire de la philosophie empirique. Il observe la matière et ses effets sur ce qu'on appelle l'esprit. Pour la Métrie, c'est la seule approche qui vaille. Ok, le décor est planté. Il a jeté les vieilles méthodes. Alors concrètement, sur quoi il s'appuie pour prouver que tout vient du corps? Il doit bien avoir des exemples sous la main. Oh, il en a dit dizaines. C'est vraiment le cœur de son livre. C'est une accumulation presque frénétique d'observations. Tout ça pour montrer que l'âme est à la remorque du corps. On peut les classer, disons, en quelques grandes catégories. La première, la plus évidente pour un médecin, c'est la maladie. Il donne des exemples très parlants. Une bonne fièvre peut rendre un esprit vif et brillant à quelqu'un de stupide. Et à l'inverse, une attaque cérébrale peut transformer le plus grand génie en enfant. Le corps est malade, l'âme suit. Aucune indépendance. Ça, on peut le comprendre. Quand on a 42 fièvres, on a du mal à faire une phrase cohérente. Mais il va beaucoup plus loin, notamment avec ce qu'on mange et ce qu'on boit. C'est presque un traité de psychodiététique. Absolument. Et c'est peut-être la partie la plus savoureuse de son argumentation. Il est convaincu que l'alimentation façonne le caractère. Il dit que la viande crue rend les hommes féroces. Et il prend en exemple, avec un petit clin d'œil, les Anglais qui mangent leur viande rouge et sanglante. Mais l'anecdote la plus incroyable, c'est celle du bailli suisse, M. Steiger de Witthofen. Racontez-nous ça. Alors ce M. Steiger, il était juge. La Métrie raconte qu'à jeune, le matin, c'était l'homme le plus clément du monde, capable de trouver des excuses à tout le monde. Mais, dit la Métrie, malheur à l'accusé qui passait devant lui après un grand dîner.
L'estomac plein, il devenait un juge impitoyable, capable de condamner un innocent sans sourciller. Attendez une seconde. C'est une histoire géniale. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce genre d'anecdote? Ça ressemble plus à une caricature qu'à une preuve scientifique, non? C'est une excellente question, et c'est là qu'il faut comprendre sa méthode. Il prétend pas que cette seule anecdote est une preuve irréfutable. Sa force, c'est l'accumulation. Il bombarde le lecteur avec des dizaines d'exemples de ce type. C'est l'effet de masse qui fait la preuve. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à des études très sérieuses aujourd'hui, qui montrent que des juges sont statistiquement plus cléments juste après leur pause déjeuner. La Métrie était peut-être un neuroscientifique avant l'heure. Un précurseur de la justice digestive. C'est fou. Et après la nourriture, il passe aux drogues, à l'alcool, au sommeil. Oui, c'est le troisième volet de sa démonstration. Il parle de l'opium qui calme les douleurs et plonge l'âme dans une douce léthargie, du café qui fouette l'imagination, du vin qui donne du courage à un soldat qui, avec un verre d'eau, aurait pris la fuite. Et le sommeil, pour lui, c'est un argument massu. Il dit que c'est le moment où l'âme et le corps s'endorment ensemble. Il prend cette image très forte d'un soldat épuisé qui dort dans une tranchée pendant que 100 canons tirent autour de lui. Son corps est éteint, son âme n'entend rien. Où est passée l'âme à ce moment-là, demande-t-il, si ce n'est dans le repos de la machine? D'accord, donc si on récapitule, la maladie, la nourriture, les drogues, le sommeil, tout ça, pour lui, c'est la preuve irréfutable que nos pensées, notre courage, notre intelligence, bref, tout ce qu'on met sous le mot âme, ce ne sont que des symptômes, des produits directs de notre mécanique corporelle. L'âme n'est pas le pilote du vaisseau, elle est juste l'écran de contrôle qui affiche l'état des moteurs. C'est exactement l'idée. L'âme est une propriété de la matière organisée. Il utilise une analogie, une horloge, une fois qu'elle est correctement assemblée, elle produit du mouvement. Le corps humain, une fois qu'il est correctement assemblé, il produit de la pensée. La pensée n'est pas une substance mystérieuse ajoutée au corps, c'est ce que le corps fait. Et juste au moment où on pense qu'il est allé au bout de la provocation, il franchit la ligne rouge ultime pour son époque. Il démolit la frontière entre l'homme et l'animal. C'est le coup de grâce. Pour lui, il n'y a pas de différence de nature, juste une différence de degré. Il s'appuie sur l'anatomie comparée qui est en plein essor à ce moment-là. Il observe que la structure du cerveau des singes, des chiens, des castors est fondamentalement la même que celle de l'homme. La seule différence, c'est la complexité et la taille relative. Sa formule est célèbre. L'homme est l'animal qui a le plus de cerveau et le cerveau le plus tortueux. Donc on est juste des singes avec un cerveau plus gros et plus plissé, c'est tout? Dans sa vision, oui. Il établit même une sorte de hiérarchie. L'homme en haut, puis le singe, le castor, l'éléphant, le chien. Il postule que plus le cerveau est complexe, plus l'animal a d'esprit, c'est-à-dire de capacité d'apprentissage. Et il note une chose intéressante. Il y a une sorte de balance. Ce qu'on gagne en esprit, on le perd en instinct. L'homme a un instinct quasi nul, comparé à un oiseau qui sait construire son nid, mais sa capacité d'apprentissage est infiniment supérieure. Tout est une question d'organisation matérielle du cerveau. Et c'est là qu'on arrive à son expérience de pensée la plus folle, la plus fascinante du livre, qui a dû faire hurler tout le monde. Il se demande sérieusement, est-ce qu'on pourrait apprendre à un singe à parler? Ce qui est génial, c'est qu'il ne pose pas la question en l'air. Il propose un protocole expérimental. Il dit « Prenez un jeune grand singe, intelligent, éduquez-le exactement comme on éduque un enfant sourd-muet. » Il cite même un spécialiste de l'époque, un certain Hamann, qui avait développé des méthodes pour ça, et la Métrie est persuadée qu'à force de patience, on parviendrait à faire du singe un parfait petit honnête homme, capable de s'exprimer avec des signes et peut-être même des sons. Mais est-ce qu'il est vraiment sérieux? Ou c'est juste une provocation ultime pour choquer les bien-pensants? Parce que l'idée semble ignorer complètement la complexité de la conscience, ce qui fait de nous des humains. Je pense qu'il est absolument sérieux et c'est tout le but de sa démonstration. Pour ses contemporains, la parole, le langage, c'est la preuve de l'existence de l'âme, le don de Dieu qui nous sépare des bêtes. En suggérant qu'on pourrait apprendre à parler à un singe, la Métrie ne dit pas seulement que les singes sont malins. Il dit que le langage n'est pas un don divin, c'est une compétence technique qui dépend de deux choses, une bonne organisation cérébrale et une bonne éducation. Si un singe peut parler, alors l'homme n'est plus une exception dans la création, il est juste le premier de la classe des animaux. C'est la destruction de l'exceptionnalisme humain. D'accord, je veux bien le suivre jusque-là. Admettons, l'homme est un animal super bien organisé. Mais alors, comment on passe de cet état d'animal doué à
Platon, Mozart ou à Lamétrie lui-même en train d'écrire son livre? Comment cette machine produit des idées aussi abstraites et complexes? Il a une théorie là-dessus, qui est, sans surprise, très mécanique. Pour lui, avant le langage, l'homme n'était qu'un animal supérieur, rien de plus. C'est l'invention des signes, des mots, qui a été le déclencheur. Et l'éducation, c'est une pure mécanique d'enregistrement. Des sons, les mots, entrent par les oreilles. Des images, les objets correspondants, entrent par les yeux. Et le cerveau fait le lien. Il associe les deux. Un peu comme un ordinateur qui associe un fichier à une icône. Il utilise une analogie assez frappante pour décrire ça, celle du clavecin, je crois. Oui, le cerveau est comme un clavecin sensible. Et les objets qui frappent nos sens sont les touches. Les mots qu'on entend sont comme d'autres doigts qui viennent jouer la même note. Le savoir, au final, n'est qu'un vaste amas de mots et de figures qui ont été gravés, imprimés matériellement dans le cerveau. Chaque idée, chaque souvenir est une trace physique. Mène toutes les facultés de l'esprit à une seule, l'imagination. Mais attention, pas l'imagination au sens de créativité, hein. Pour lui, l'imagination, c'est la capacité du cerveau à percevoir et à combiner les traces, les images qui y sont stockées. Quand on juge, on ne fait que comparer deux traces. Quand on raisonne, on combine plusieurs traces. La mémoire, c'est simplement la capacité à retrouver une trace. Tout est réduit à un processus physique de manipulation d'images internes. Il n'y a donc plus de fantôme dans la machine. Le fantôme, c'est la machine qui fonctionne. Tout est matériel, tout est immanent. C'est la conclusion logique et radicale. La pensée n'est pas une substance, c'est une fonction. C'est une fonction du cerveau, de la même manière que la digestion est une fonction de l'estomac ou que la production de bile est une fonction du foie. C'est une idée d'une modernité absolument stupéfiante. Alors, si on fait le bilan, l'homme-machine, c'est une déconstruction en règle de l'image que l'homme se faisait de lui-même. L'âme n'est qu'un mot vide de sens pour décrire l'activité du cerveau. La pensée est un produit de notre organisation biologique et la fameuse supériorité de l'homme sur l'animal n'est qu'une question de degré de complexité mécanique et d'éducation. C'est vertigineux? Ce l'est, et pour finir, il faut s'arrêter sur sa conclusion morale, qui est peut-être la plus troublante de toutes. Si tout ce que nous sommes, nos qualités, nos talents, nos vertus, découlent de la bonne ou mauvaise organisation de notre machine, alors, dit Lamétrie, l'organisation est le premier mérite. C'est une phrase terrible en fait. Ça veut dire que la vertu, l'intelligence, la beauté, ce ne sont pas des accomplissements personnels, pas le fruit d'un effort ou d'un choix moral. C'est juste avoir tiré le bon numéro à la loterie biologique, avoir la chance d'être une machine bien construite. Exactement. Et ça pulvérise toute la morale traditionnelle. Un homme vertueux n'est pas moralement supérieur à un criminel. Il a juste une meilleure chimie cérébrale, une machine mieux réglée. Peut-être perfectionnée par une bonne éducation, c'est une idée qui a des conséquences gigantesques et qui nous amène à la question que Lamétrie nous laisse. Et elle est d'une actualité brûlante à l'heure des neurosciences et de la génétique. Et cette question, c'est? Si ce que nous sommes est déterminé par notre machine biologique et notre environnement, que deviennent les notions de libre arbitre, de responsabilité et de mérite personnel? Si on ne choisit pas d'être courageux, intelligent ou bon, est-ce qu'on peut vraiment s'en attribuer le mérite? En fin de compte, et c'est la question vertigineuse qui reste en suspens, une belle âme n'est-elle que le produit d'un cerveau bien organisé?